Bonsoir mesdames et messieurs et merci de votre nombreuse participation. Alors que justement j'ai une tâche ingrate, je dois l'avouer, puisque je suis le porteur de mauvaises nouvelles. Ceux qui ont assisté au cours précédent de mon collègue Jean-Philippe Senat ont vu Louis XIV en Mars très chrétien dans la plénitude de sa gloire militaire. À moi, en réalité, il me revient l'honneur difficile de vous exposer ce qui se passe après que le soleil a atteint son zénith. Et bien après le zénith, évidemment, il y a le déclin. Et le déclin, c'est le moment où la puissance militaire de la France atteint ses limites, puis à partir des années 1700, s'effondre dans une catastrophe militaire sans précédent. Alors, peut-être que certains dans la salle se disent qu'ils auraient mieux fait de ne pas de venir et qu'il est toujours temps de partir, mais j'essaierai de les convaincre du contraire, parce que vous savez bien que c'est lorsqu'il se couche que déjà on peut véritablement regarder le soleil, et c'est aussi lorsqu'il se couche qu'il est parfois le plus beau. En réalité, la guerre de succession d'Espagne, qui clôt le règne, démontre paradoxalement la solidité du système Louis XIVien et sa capacité de résilience. Et de même que ce système est résilient, ça montre aussi la force du roi, la force morale du roi lui-même, qui, face au risque d'effondrement, arrive à faire face et dévoile une nouvelle facette de sa personnalité exceptionnelle. Alors de quoi je vais vous parler? Je vais commencer mon cours par une introduction qui reviendra très rapidement sur les éléments proposés lors de la dernière séance sur la première partie du règne de Louis XIV et les aspects militaires et diplomatiques de la première partie, en montrant pourquoi et comment l'année 1685 est en quelque sorte une apogée, mais une apogée en trompe-l'œil. En réalité, en 1688, démarre une période qu'on n'a pu qualifier de grand tournant ou de grand bouleversement. Donc je vais d'abord en faire un état des lieux, puis expliquer pourquoi, lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on voit la France parvenir toujours à faire face à toute l'Europe, mais sans plus s'imposer, comme lors des guerres précédentes, avant que, avec la guerre de succession d'Espagne qui commence en 1701 et 1702, il y ait une véritable épreuve de force qui amène la France au bord du gouffre, mais aussi à une restauration inattendue grâce à une petite série de miracles. Et enfin, en conclusion, j'essaierai de tirer un bilan rapide militaire et diplomatique du Grand Règne. Donc, 1685, cette fameuse apogée en trompe-l'œil. En 1685, on peut croire que Louis XIV a atteint les deux objectifs qu'il a poursuivis depuis le début de son règne personnel en 1661. Donc c'est une année qui vient couronner près d'un quart de siècle de succès, en quelque sorte. D'abord, sur le plan de la politique internationale, l'objectif de Louis XIV, c'était de s'arroger la prépondérance européenne. De fait, en 1683-1684, il y a la très courte guerre des Réunions. Alors, les Réunions, c'est quoi? Jean-Philippe en a sans doute parlé la séance précédente. C'est une série de conquêtes de territoires, alors une série de petites conquêtes, de nombreuses conquêtes de petits territoires qui sont situés au nord et à l'est du royaume, et ces conquêtes sont destinées à consolider les frontières en prenant une place forte, un point de passage sur un cours d'eau. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ces conquêtes se font en pleine paix, ou en tout cas sans déclaration de guerre. En fait, il y a des décisions de justice de la part de cours françaises qui amènent les troupes de Louis XIV à s'emparer de territoires, au détriment notamment d'un certain nombre de princes allemands. Alors, ils ne peuvent pas vraiment protester, ils n'ont pas la puissance militaire, mais le roi d'Espagne, lui, proteste, parce qu'il est également lésé, et quand il proteste, Louis XIV lance une opération militaire aux Pays-Bas espagnols. Alors, je vais beaucoup parler des Pays-Bas espagnols, c'est en fait l'équivalent actuel de la Belgique, et à l'époque, en tout cas jusqu'en 1714, c'est un territoire qui appartient à la couronne d'Espagne. Donc, c'est une véritable promenade militaire, cette guerre des Réunions, et à la fin, le roi d'Espagne est forcé de céder et d'accepter les Réunions, justement. Il y a un autre épisode, c'est celui qui est décrit ici et qui est moins important militairement, mais très symbolique. C'est l'épisode de la réception de l'ambassadeur de Gênes. En fait, en 1684, le français Duquesne la flotte française bombarde Gênes pour la punir de son soutien à l'Espagne. Et en fait, pour faire cesser ce bombardement, le doge de Gênes, qui avait pourtant interdiction formelle de quitter les limites de son État, est forcé de venir à Versailles faire amende honorable. Et donc cette forme de victoire symbolique sur Gênes montre que Louis XIV peut agir partout en Europe. Il y a un second objectif qui semble une réussite, je ne reviendrai pas longuement dessus puisque ce n'est pas l'objet de mon cours, mais c'est très symbolique, c'est le second objectif de Louis XIV, avec la prépondérance européenne à l'extérieur, c'est l'ordre à l'intérieur du royaume.
De fait, en 1682, c'est l'installation à Versailles et en 1685 surtout, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Comme on imaginait les protestants toujours susceptibles de sédition, la révocation de l'édit de Nantes, en théorie, supprime l'hérésie à l'intérieur du royaume. C'est donc apparemment un triomphe. Mais ce triomphe, comme je l'ai dit, est en trompe-l'œil. Pourquoi? D'abord, à cette période-là, autour des années 1688, la situation géopolitique se dégrade très rapidement. À l'Est, d'abord, la francophobie s'enracine. Euh, alors, vous savez sans doute qu'en 1683, il y a le siège de Vienne par les Turcs. L'empereur Léopold est un vieil ennemi de Louis XIV. Or, ce siège de Vienne, alors, qui manque d'entraîner la prise de Vienne, se transforme en triomphe pour l'empereur. D'abord parce qu'il y a un véritable vent de croisade, un esprit de soutien de tous les princes allemands qui étaient traditionnellement méfiants vis-à-vis de l'empereur. À partir du moment où l'empereur devient le dernier rempart de la chrétienté, ils le soutiennent. Vous savez il y a une intervention du roi de Pologne, qui est pourtant traditionnellement l'ennemi de l'empereur, qui permet de libérer le siège de Vienne. Et donc c'est à la fois une victoire symbolique extrêmement importante, et puis militairement, avoir battu les Turcs permet à l'empereur de se retourner à l'ouest contre son vieil ennemi Louis XIV. La politique des réunions, on l'a dit, aliène les princes allemands, alors que, en fait, au début du règne, au début du règne, c'était la politique du cardinal Mazarin, enfin, avant le règne personnel de Louis XIV, et encore avant, il y avait la politique du cardinal Richelieu, qui visait justement à faire des princes allemands des alliés de la France contre eux, ce qui était vu comme une sorte de danger du pouvoir trop important de l'empereur germanique. Et ben là, en fait, les princes allemands sont devenus progressivement plutôt hostiles à la France, et donc il y a un sentiment de francophobie très fort. Et enfin, toute l'Europe protestante, et donc une bonne partie de l'Allemagne du Nord, de la Scandinavie, est horrifiée par les dragonnades. Donc vous avez peut-être vu, alors c'était encore dans les manuels d'histoire de lycée, la diaspora protestante qui fuit la France colporte, transmet des récits de persécution. Louis XIV est vu non plus comme le Mars très chrétien, mais comme le Turc très chrétien ou le Turc européen. Et ça dégrade évidemment énormément son image, sans compter que les Hollandais sont très forts pour développer une propagande anti-Louis XIVienne. Je parlais des Hollandais, la situation à l'Est dégrade, mais à l'Ouest, c'est encore pire. Alors, en 1672, il y avait eu la guerre de Hollande. La Hollande, qui n'était, on va dire, un allié un peu réticent de Louis XIV, devient son pire ennemi quand, en 1672, Louis XIV envahit les Provinces-Unies, donc l'équivalent de la Hollande. Et en fait, les Provinces-Unies, non seulement arrivent à se défendre, mais elles abandonnent, enfin, ça reste une république, mais elles abandonnent le primat du système républicain pour donner des pouvoirs importants à quelqu'un qui est de la famille d'Orange, Guillaume d'Orange, Guillaume III d'Orange, qui devient statuteur, c'est-à-dire gouverneur militaire de la Hollande. Et en fait, sous sa direction, la Hollande va redevenir une grande puissance militaire intégralement opposée à Louis XIV. Et Guillaume d'Orange, qu'on voit ici, devient l'ennemi juré du roi. Alors après, il y a aussi une haine personnelle entre les deux hommes, laquelle je n'aurai pas le temps de détailler. Le problème, c'est que cette hostilité hollandaise, qui permet à la Hollande à la fois de mener une guerre militaire contre la France, mais aussi une guerre commerciale, puisque la Hollande est une grande puissance commerciale, et une guerre de plumes, puisque la Hollande est à l'époque le grand centre de production intellectuelle francophone. Ça, c'est la situation en Hollande, mais la situation se dégrade aussi en Angleterre. En Angleterre, dans les années 1680, il y a le règne des derniers Stuarts, et notamment Jacques II Stuart, qui est un roi catholique à la tête d'un pays protestant. Or, ce roi catholique a une politique un peu imprudente, qui fait que les élites anglaises commencent à croire que ce roi va d'abord supprimer les libertés politiques anglaises en diminuant les droits du Parlement, et diminuer les libertés religieuses en imposant le catholicisme ou le papisme. Donc, les élites anglaises appelle à l'aide Guillaume d'Orange, qui est le gendre, donc le mari de la fille de Jacques II Stuart. Guillaume débarque à Torbay en Angleterre, et en fait c'est une véritable promenade militaire. Le régime de Jacques II s'effondre rapidement. Jacques II lui-même doit s'exiler. Alors d'abord il s'exile en Irlande, il essaye de mener la guerre depuis l'Irlande, mais il est battu à la bataille de la Boyne, ce qui est aujourd'hui encore commémoré par la grande victoire d'Irlande du Nord par les orangistes, hein, le terme d'orangiste que vous avez sans doute entendu parler pour les mouvements indépendantistes, ou je
justement loyaliste d'Irlande du Nord, ça vient de Guillaume d'Orange. Et quand Jacques II est battu par Guillaume d'Orange, il doit se réfugier en France, à Saint-Germain-en-Laye. Donc l'Angleterre, qui auparavant était un allié un peu réticent de la France, devient l'un de ses pires ennemis avec la Hollande. Or, l'Angleterre, c'est l'autre puissance commerciale et maritime d'Europe. Alors ça, c'est pour l'évolution de la situation géopolitique qui, comme vous l'avez vu, tous les voyants sont en rouge. Alors voyons maintenant les termes de l'équation militaire. Dans les années 1690, c'est ici pour ceux qui ont un peu de mal à voir, l'armée française est devenue un véritable géant du grand siècle, selon les termes du grand historien de l'armée française sous Louis XIV, John Lynn. Elle a atteint, grâce aux réformes de Richelieu, puis de Louvois, qui est le grand ministre de Louis XIV, qu'on a surnommé le grand vivrier de l'armée, un maximum théorique de 400 000 hommes. Alors en pratique, il y a moins d'hommes, évidemment. On est plutôt à un peu plus de 300 000, mais ça reste un énorme effectif. En fait, cet effectif maximum théorique, on ne le retrouvera pas en France avant Napoléon. Même la Révolution française a bien du mal à l'atteindre. Donc, l'armée française est avec... c'est aussi parce que la France est la plus grande puissance démographique du continent. Donc, la France est en mesure de tenir tête à toute l'Europe. Le problème, c'est que, vous voyez, on a ces effectifs en 1690, et ensuite, ça plafonne. Donc, on bloque un peu. Et surtout, cette massification se fait au détriment de la liberté stratégique des armées, puisque étant beaucoup plus lourde, ayant énormément d'hommes, énormément de chevaux, une armée de 100 000 hommes, c'est au bas mot 60 à 80 000 chevaux, donc vous imaginez la consommation de fourrage, ce sont des armées qui ont beaucoup de mal à se déplacer. Donc là où dans la première partie du règne, sous Turenne et Condé, on pouvait aller se battre au cœur de l'Allemagne. En réalité, les armées françaises sous Louvois restent quand même beaucoup cantonnées à leurs frontières. Donc, la défense est statique. Et elle est d'autant plus statique qu'on s'appuie beaucoup aussi dans cette logique défensive sur la fameuse ceinture de fer qui a été construite par Vauban. Donc la ceinture de fer, c'est plusieurs dizaines de places qui ont été créées ou simplement remaniées par Vauban. Souvent vous voyez une place dite Vauban, en réalité Vauban là, un peu, alors soit beaucoup améliorée, soit un peu améliorée, mais souvent c'était des places qui existaient auparavant. Et donc vous voyez ici un certain nombre de pièces. Donc c'est tous les endroits où l'ennemi peut attaquer. Alors la Bretagne, c'est pour se prémunir des invasions anglaises. Là, c'est les Espagnols. Là, c'est les Savoyards qui peuvent envahir. Et surtout, dans le nord et l'est de la France, il y a une double série de forteresses. Pourquoi une double série? Tout simplement, d'abord parce que le nord, c'est proche des Pays-Bas espagnols. La Belgique, c'est à peu près là que l'Angleterre, la France, la Hollande, l'Allemagne viennent vider toutes leurs querelles depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est là qu'on se bat. C'est pas très loin de Paris. Et surtout, il n'y a pas de frontière naturelle. Il y a la Somme, mais bon, c'est pas non plus un fleuve extrêmement large. Donc, quand on n'a pas de frontière naturelle, on fabrique des frontières artificielles qui sont les forteresses. Alors, cette logique de construction de places fortes fait que Louis XIV aime moins se reposer sur des batailles qui sont toujours dangereuses que sur des sièges. Pourquoi les sièges? Parce que un siège, quand vous savez à peu près les effectifs des assaillants, les effectifs des défenseurs, la qualité de la place, le nombre de fortifications avancées, ce genre de choses, vous savez que la place risque de tenir 1 semaine, 2 semaines, 6 semaines au plus, et voilà, à la fin des fins, généralement, vous aboutissez au résultat que vous escomptez. Une bataille, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Donc, comme Louis XIV déteste les risques, il préfère les sièges, mais évidemment, les sièges, c'est moins risqué, et donc vous savez très bien que quand c'est moins risqué, les gains sont moins importants. Donc, on progresse moins vite avec des sièges qu'avec des batailles. Ce qui est intéressant aussi pour Louis XIV, c'est qu'il peut se représenter sous forme de roi de guerre, sans le risque de la bataille. Alors lui-même, le grand regret de toute la vie de Louis XIV, il l'a lui-même dit, c'est de ne jamais avoir participé en personne à une bataille. Mais ça, c'est son entourage qui lui a toujours interdit, parce que c'était trop risqué. Évidemment, si le roi est capturé, qu'est-ce qu'on fait? C'est la catastrophe. On se souvient de l'exemple de François Ier. Donc, il met en scène sa gloire militaire lors de sièges. Donc, on se souvient des représentations de sièges par Lebrun ou Van der Meulen. Donc, ça, c'est les grands principes stratégiques de Louis XIV, mais en fait, qui les met en musique, ces grands principes? Ça pose la question de la direction des armées. Donc, vous voyez
Louis XIV, bien entendu, c'est le chef des armées. Le chef de l'État est toujours le chef des armées. Et il y a quelqu'un qui est absolument central, qui s'appelle le secrétaire d'État de la guerre. On peut appeler le ministre de la guerre, même si ce n'est pas le terme qu'on emploie à l'époque. La question qui se pose, c'est quel est exactement le rôle de ce secrétaire d'État? Est-ce que c'est un cadre administratif de très haut niveau, ce qui est un ministre, ou est-ce que c'est un chef de guerre? Alors, incontestablement, ce ministre a un rôle militaire très important, voire décisif. C'est lui qui décide de l'allocation des ressources, évidemment sous contrôle du roi, hein, mais il propose au roi des solutions qu'il a étudiées techniquement, et généralement, le roi, évidemment, peut ne pas être d'accord, mais le ministre a quand même un rôle dans la décision qui est important. Il va décider de l'allocation des ressources, où est-ce qu'on met les principaux effectifs, donc évidemment, quand il y a plus de troupes, c'est là qu'on va attaquer. Il décide de la logistique, on a vu que la logistique est un enjeu central, et évidemment, il décide des nominations. Et quand vous êtes un général dont tout l'avancement dépend du ministre, généralement, vous l'obéissez à lui plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et ce rôle est tellement important qu'on a pu croire qu'il y avait, sous Louis XIV, une véritable stratégie de cabinet. L'idée, c'est que tout se décide depuis Versailles. On a toujours l'image, évidemment, du soleil avec ses astres autour. Tout se décide depuis Versailles et les généraux, sur le terrain, à chaque fois qu'ils ont une décision à prendre, qu'ils doivent attaquer, renvoient un courrier à Versailles et demandent ce qu'ils ils ont le droit de faire. Et comme le dit Saint-Simon, qui évidemment adore critiquer Louis XIV, le temps que le courrier parte du front, aille à Versailles et revienne, l'occasion a été perdue et on n'a pas pu combattre. Alors évidemment, il faut toujours se méfier de Saint-Simon, c'est extrêmement riche, c'est merveilleusement bien écrit, c'est très drôle, mais enfin, les historiens doivent le prendre toujours avec des pincettes, parce qu'il sacrifie beaucoup à sa détestation de Louis XIV. Enfin, une sorte d'admiration-détestation. C'est très exagéré. En réalité, parce que Saint-Simon parle de généraux en brassière, complètement contrôlés. En réalité, déjà, ça dépend du ministre lui-même. Très clairement, Louvois, personnalité dominante, colérique, se voulait général d'armée. Les ministres qui le suivent le sont beaucoup moins. Ça dépend aussi du talent même du général, mais aussi ça dépend d'éléments conjoncturels. D'abord du type d'opération. Quand l'opération est, quand la campagne doit réaliser une série de sièges et qu'on doit éviter la bataille, globalement, évidemment, on peut s'envoyer des lettres entre le front et Versailles. Donc, en revanche, quand on autorise le général à donner bataille, on lui accorde une liberté très importante, et il n'est pas question pour le général d'aller demander le jour de la bataille ce qu'il doit faire. Donc, en réalité, la rationalité reste là. Et ça dépend aussi du théâtre d'opération. En Belgique, là où il y a les principales armées, là où sont les principaux enjeux, et là où on est près il y a une facilité de communication entre le front et Versailles, on a un peu plus de contrôle par Louis XIV. Quand ça se passe à Barcelone ou à Turin ou à Milan, évidemment, le général a plus d'autonomie. Et alors, je l'ai dit, ça dépend aussi du général lui-même. Une des raisons qui explique le fait que le soleil est en déclin, c'est aussi parce que les généraux, les très grands généraux du début du règne ne sont plus là. Louvois et Turenne, Condé et Turenne ne sont plus là. Alors certes, il y a quelques grands généraux encore, très bons généraux. Luxembourg, par exemple, qui est surnommé le tapissier de Notre-Dame par sa capacité à remporter d'énormes batailles et à s'emparer des étendards ennemis qu'on va ensuite étendre dans Notre-Dame, ou Villars, qui, par son infatigable bonheur, arrive toujours à gagner, notamment dans les circonstances les plus difficiles. Mais en fait, Luxembourg meurt assez tôt, donc il est là que pour la première partie de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et Villars accède au très haut poste uniquement à la fin de la guerre de la succession d'Espagne. Donc au milieu, ça se passe mal. Parce que, alors certes, il y a quelques généraux talentueux sans être absolument extraordinaires. Catinat, Boufflers, qui est courageux sans être génial. Vendôme, qui peut être génial ou catastrophique, en fonction de son humeur, qui est changeante. Et en revanche, il y a quelques dangereux incapables, très dangereux et très incapables. On peut citer Lafeuillade, qui est un général de cour, qui fait toute sa carrière du fait qu'il est le gendre du ministre, du secrétaire d'État de la guerre. Marsin, qui ne veut pas aller au front parce qu'il se sent lui-même nul. Il l'écrit, mais on l'envoie quand même parce qu'il n'y a plus que lui. Et Villeroy, qui a toutes ses charges du fait d'être l'ami d'enfance de Louis XIV et qui a 4 défaites majeures avant que Louis XIV se résigne à le chasser de l'armée. Parce que non seulement il est incompétent, mais en plus il est extrêmement orgueilleux et il refuse de partir de lui-même. Donc forcément,
Ça explique aussi, alors on ne peut pas faire tout reposer sur les grands hommes, les grands généraux ou les mauvais généraux, mais ça n'aide pas quand on a un général comme Villeroy à la tête de l'armée. Ce qu'il y a aussi, et qui est très important, c'est un nouvel art de la guerre. Dans l'infanterie, et donc je parle toujours de 1688 comme le grand tournant, c'est pas enfin, évidemment c'est mon opinion, hein, mais c'est pas une exagération. Il y a dans l'infanterie notamment un gigantesque bouleversement des armes et des techniques. Je peux dire sans exagération qu'il y a plus de bouleversements entre 1680 et 1700 qu'entre 1700 et la fin du règne de Napoléon, voire au-delà, en termes voilà, de méthode de combat et de matériel. Au début du règne, et jusque dans les années 1600, au début des années 1680, il y a une dualité très forte entre, alors vous le voyez, le piquier, qui a une très longue pique et qui est là pour protéger les mousquetaires contre la cavalerie, et le mousquetaire qui est là pour tirer et donc faire fuir l'infanterie d'en face. Mais il y a deux innovations majeures qui vont bouleverser tout ça. D'abord, le fusil à silex qui remplace le mousquet, qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide avec un fusil à... Alors, parce que le mousquet, il était à mèche, bon, vous voyez, il y avait une mèche incandescente qu'on amenait contre une platine qui allait, donc le truc brûlait ou brûlait pas. Ça mettait le fusil à feu ou ça ne le mettait pas à feu, c'était pas terrible. Le fusil à silex où il y a une étincelle grâce à un silex fonctionne beaucoup mieux. Donc, on arrive à tirer, quand on est bien entraîné, 2 coups par minute à peu près. Donc, et d'autre part, il y a l'invention de la baïonnette à douille qui permet à un fusil de devenir en quelque sorte une pique et à un fantassin de se protéger de la cavalerie. À partir de là, tout change. Parce qu'on aboutit à voilà, ce fusilier polyvalent. Donc ça, c'est... vous le voyez, il a uniquement un fusil, c'est pas juste le chapeau qui change. Et ça, il y a 20-30 ans d'écart seulement. Et celui-là ressemble en fait, du point de vue de son armement, furieusement aux soldats de... Alors pas du point de vue de l'accoutrement, mais du point de vue de l'armement, furieusement aux soldats de Napoléon. Et il y a un changement fort aussi, c'est que les lignes de bataille, je vais le montrer, vont s'allonger pour maximiser la puissance de feu. Parlons un peu de la cavalerie. La cavalerie est d'abord pensée pour le choc, mais on commence à voir arriver de la cavalerie légère, des dragons et des hussards qui sont là pour faire de la reconnaissance ou harceler les troupes adverses. Et l'artillerie est d'abord utilisée pour les sièges, donc là encore, l'artillerie est très lourde. On n'est pas sur des armées qui bougent beaucoup. Donc on peut demander s'il y a un blocage tactique sur les champs de bataille. Alors je reviens sur cette logique de ligne de bataille, et il y a un véritable changement de ce qu'on a appelé l'ordre profond, où on repose sur des gros bataillons qui ont une puissance de choc, à l'ordre mince, où vous avez des lignes de fantassins très fines, 3 à 5 hommes de rang, et qui vont se tirer dessus. Donc ça, c'est la bataille de Steinkerk, 1692. On va zoomer, vous voyez, c'est dense, hein, un bataillon, les piques au milieu, les mousquetaires sur le côté. Et ça, alors je suis désolé de la qualité des représentations, mais c'est les lignes de bataille de Malplaquet en 1709. C'est à peine 15 ans plus tard, et c'est beaucoup plus fin. Et ça, fondamentalement, c'est pas très loin, là encore, de ce qu'on va trouver sous la Révolution. Quelques mots sur la marine. Alors, il faut dire que l'œuvre de Colbert, ça a été un développement sans précédent de la marine. En 1690, la marine française est la première d'Europe. Elle a pris le contrôle de la Méditerranée dans les années 1670, et en 1690, elle arrive à battre les Anglais et les Hollandais au Cap Bévesier, et elle a la maîtrise de la Manche. Et d'ailleurs, les effectifs de la marine française sont supérieurs à ceux des marines hollandaises et anglaises réunies. Le problème, c'est que Louis XIV ne sait pas trop quoi en faire de cette marine qui a gagné la suprématie maritime. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas d'envahir l'Angleterre après le Cap Bévesier, parce que c'est pas la même chose d'avoir la suprématie dans la Manche et de déplacer des dizaines de milliers d'hommes pour faire une invasion. Et en fait, 2 ans plus tard, de toute façon, il y a une fin de la supériorité maritime française après la défaite de la Hougue. Et donc Louis XIV va un peu transformer l'approche. Alors évidemment pas lui directement, voilà, il n'est pas passionné par les choses de la mer, même si il s'y intéresse davantage qu'on a pu le dire. Mais d'abord, pendant la guerre de succession d'Espagne, d'abord il y a des coupes budgétaires, donc forcément, si vous n'avez pas les moyens de réparer les navires, c'est compliqué. Vous ne pouvez plus les mettre à flot. Mais en fait, on va se spécialiser dans autre chose, dans la protection des convois, d'une part, notamment les flottes d'argent qui reviennent d'Espagne, quand on est allié avec l'Espagne, et aussi dans la guerre de course. Et donc, on remplace ce qu'on a appelé la guerre d'escadre, c'est-à-dire où vous avez des grandes batailles de ligne à ligne, à la guerre de course, où les Français vont plutôt attaquer les navires marchands, alors que ce soit les baleiniers du Spitzberg ou les commerçants, ou encore s'emparer de Rio de Janeiro en 1711. Et par contre, ils affrontent jamais en combat direct les Anglais et les Hollandais parce qu'ils n'en ont pas les moyens.
Et ça fonctionne plutôt bien, parce que quand votre ennemi principal, ce sont des puissances maritimes et commerciales, quand vous tapez dans le commerce, ça marche. Alors ça ne suffit pas pour gagner, mais enfin ça marche quand vous êtes dans une logique de guerre d'usure. Alors là, on est à peu près, on est très exactement au milieu de ma présentation. Et là, vous vous dites, bah, c'est bien gentil, vous nous expliquez tout un tas de choses, mais alors quand est-ce qu'on se bat? Bah, ouais, on y arrive. Vous voulez des batailles, moi aussi, on y va. Voilà, vous aurez un très beau siège, là, ça c'est Namur. Donc, et vous avez une des plus grands affrontements. Ici, c'est une médaille qui représente un des plus grands affrontements de la reine de Louis XIV. Virtus Peditum Francorum, la valeur de l'infanterie française. Et donc, c'est la bataille de Steinkerk pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Alors, ce qui est intéressant avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est que si vous lisez des livres, si vous ne connaissez pas très bien le sujet et que vous lisez des livres dans des éditions de pays différents, vous ne comprenez pas de quoi ça parle parce que c'est jamais la même guerre. Les Français, alors avec les dates, vous arrivez à comprendre que c'est à peu près la même chose, hein, mais les Français parlent de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Pourquoi? C'est une façon de dire, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'était une réunion l'empereur et des princes allemands rejoints par la Hollande et les Anglais. C'est une façon de dire, c'est de la faute des méchants qui nous ont attaqués, c'est la faute des autres. Les Allemands parlent de guerre de succession palatine. C'est une façon de dire, ah, mais c'est parce que Louis XIV a voulu imposer son candidat sur le trône du Palatinat qu'on a dû se défendre. Les Anglais disent, c'est la guerre de succession d'Angleterre parce que c'est Louis XIV qui a voulu imposer Jacques II. Et tout le monde se met d'accord en parlant de guerre de 9 ans, parce que globalement, ça a duré 9 ans. Ça, tout le monde est d'accord. Et alors, tout le monde est d'accord aussi sur le fait que la France, pendant cette période, est seule face à l'Europe. Elle n'a pas un seul allié. Et pourtant, elle fait face. C'est dire quand même l'œuvre remarquable de Louvois. Et aussi la dégradation de la situation diplomatique. La guerre se fait sur 4 fronts. Les Pays-Bas espagnols, évidemment, qui est toujours là où on met le plus de troupes, parce que c'est là qu'on peut le plus les ravitailler, parce que c'est des terres qui sont très fertiles. Le Rhin, l'Italie et l'Espagne, puisqu'on n'essaye pas d'envahir l'Angleterre. Alors, je vais d'abord parler des Pays-Bas espagnols, qui est, en termes d'effectifs, le principal théâtre d'opération du conflit. Au début, ça se passe plutôt bien. Il y a le maréchal de Luxembourg. Le maréchal de Luxembourg disait, alors ça a été repris par Voltaire, mais c'est lui qui l'avait dit, Dieu est pour les gros bataillons. Puisqu'évidemment, tout le monde sait qu'une bataille est un jugement divin, mais enfin, bon, quand il y a des gros bataillons, ça aide. Et donc, Luxembourg a les plus gros bataillons, et il arrive à vaincre les autres, enfin pas tout le temps, hein, Fleurus, il n'est pas forcément en supériorité, mais il remporte des très grandes victoires à Fleurus, à Steinkerk, il s'empare de Namur. On a les représentations de Van der Meulen qui célèbrent ça, et l'énorme bataille de Nervinden, extrêmement sanglante. Donc il écrase l'armée adverse. Le problème, c'est que ses troupes, à chaque fois, sont tellement fatiguées et assez peu mobiles que globalement, les conquêtes sont jamais spectaculaires. Et donc la cour commence à un peu se lasser. Et ça suscite l'incompréhension. Et de toute façon, après, quand il meurt en 1694, Louis XIV a le mauvais goût de confier l'armée à Villeroy, qui commence par sa carrière militaire par 2 échecs, hein, il en fera d'autres, hein, vous inquiétez pas. D'abord, comme il n'est pas capable de défendre Namur, il se déjugeait plutôt bombarder Bruxelles, et dans une logique de destruction de maisons, de la population, pour contraindre l'électeur de Bavière, qui est à l'époque le gouverneur de Belgique, à capituler. Évidemment, détruire les maisons des citoyens, ça n'a jamais convaincu qui que ce soit de capituler, donc ça ne marche pas. Et pendant ce temps-là, il perd Namur, qui est reprise par Guillaume d'Orange. C'est l'une des plus grandes victoires de Guillaume d'Orange, parce qu'il fallait qu'il soit face à Villeroy. Face à Luxembourg, c'était plus difficile. Donc voilà, il y a un progrès, puis on diminue. Il y a quelque chose de à la fois décevant militairement et catastrophique symboliquement. Vous aurez peut-être reconnu le fameux ravage du Palatinat. En soi, militairement, le ravage du Palatinat, c'est pas mal pensé. L'idée, c'est que on ne peut pas faire la guerre avec trop d'effectifs sur 2 fronts. Donc on va se concentrer sur les Pays-Bas espagnols, où on met la plupart des troupes, et on ne peut pas défendre le Rhin. Donc on va faire une guerre éclair d'abord pour envahir un certain nombre de places. Le temps que, parce que l'empereur met toujours plus de temps à mobiliser ses troupes, parce que c'est compliqué, le système de mobilisation allemand, puisqu'il n'y a pas la centralisation française. Donc l'empereur prend un peu de temps. Donc Louis XIV arrive à s'emparer de places, comme il sait qu'il ne peut pas les tenir. L'idée, c'est de raser les places
pour qu'elle ne soit pas utilisée ensuite comme point d'invasion par l'adversaire, mais aussi pour faire bonne figure, de ravager les terrains alentours pour que le terrain ne puisse pas ravitailler les hommes et les chevaux, et même aller jusqu'à déplacer des populations entières pour peupler l'Alsace avec des paysans. L'Alsace étant germanophone, on prend des populations paysannes dans le Palatinat et on va les déplacer en Alsace. Ça ne marche pas très bien. D'abord parce que les Français manquent de temps, et puis parce que les généraux n'ont pas très envie de le faire. Alors, certains n'ont pas très envie de le faire, ils considèrent que c'est contraire à leur logique, leur honneur nobiliaire. Voilà, et puis ils manquent de temps. Mais certains s'illustrent de façon assez brutale, notamment Mélac, qui est représenté ici. Et ça sert énormément à la propagande anti-française. Parce que forcément, quand votre méthode de combat, c'est la destruction non seulement de forteresses, que tout le monde peut comprendre, mais de villes entières, ça alimente l'idée du roi, du turc très chrétien ou du turc d'Occident. Paradoxalement, c'est au sud où les efforts n'ont pas été les plus considérables, parce que c'est difficile aussi d'envoyer plus de troupes, que les succès français sont les plus importants. En fait, la situation de la France, c'est qu'elle doit se battre contre tout le monde. C'est donc évidemment épuisant financièrement, démographiquement, mais politiquement, la France, étant seule, n'a pas d'enjeu de solidité d'alliance. Alors que quand, face à elle, vous avez des alliances hétéroclites qui réunissent des protestants, des catholiques et des gens qui ont naturellement des intérêts très divers, le jeu de Louis XIV, ça a été de se défendre et de dénouer les alliances, l'alliance adverse. Et donc, il essaye, donc le bombardement de Bruxelles, c'est pour essayer de faire sortir les électeurs de Bavière du conflit, mais en fait, il réussit beaucoup mieux en Savoie. Donc, le duc de Savoie était l'ennemi de la France, mais d'abord, il y a des victoires militaires de Catinat, notamment à la Marseille, qui s'empare d'un certain nombre de places savoyardes. Et alors que le duc de Savoie est quand même plutôt battu militairement, Louis XIV lui offre une paix extrêmement à son avantage, et comme le duc de Savoie, qui était surnommé l'archi-Machiavel savoyard, c'est dire la réputation quand même du personnage, n'a pas d'hostilité particulière à changer d'alliance quand on lui propose un parti très intéressant, accepte du coup de changer d'alliance, il récupère des places alors qu'il est en plus, alors qu'en fait il était plutôt battu militairement, et il marie sa fille au petit-fils de Louis XIV, devant hériter de la couronne. Donc évidemment, comme lui, il n'a que des avantages, il sort de l'alliance, ce qui permet évidemment de fragiliser l'alliance. L'alliance est surtout fragilisée par le fait que le roi d'Espagne n'est pas plus du tout en mesure de soutenir la guerre, et quand les Français s'emparent de Barcelone en 1697, il est forcé de capituler, et à partir du moment où il y a 2 éléments de l'alliance qui ont capitulé, les autres finissent par céder. Donc on arrive à une paix de compromis avec la paix de Ryswick. Donc c'est une paix de compromis, pourquoi ? Pour Louis XIV, c'est la reconnaissance des principaux acquis, notamment Strasbourg et l'Alsace. C'est-à-dire que toute la politique des réunions où il avait gratté, passez-moi l'expression, mais gratté progressivement des territoires pour unifier l'Alsace, consolider la Lorraine, toute cette politique-là est validée. Et donc l'empereur, le roi d'Espagne l'accepte. Donc ça, c'est pour la partie positive. Mais toutes les places qu'il avait conquises en amont, notamment Luxembourg, qui servait de tremplin pour envahir les Pays-Bas espagnols, il doit les céder. C'est aussi une façon de ne plus inquiéter ses voisins. Il fait quand même une concession énorme. Il reconnaît Guillaume III comme roi d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il accepte que, d'abord, un protestant remplace un catholique, et surtout que le choix d'un roi par l'élite d'un pays, donc en l'occurrence l'élite anglaise qui se choisit Guillaume III au détriment de Jacques II, est préséance sur les règles dynastiques et donc la monarchie de droit divin. Et donc il accepte de considérer que Jacques II n'est plus roi. Et ça choque énormément à la cour. Donc, en fait, il a gagné beaucoup de batailles, mais au final, il y a cette paix de compromis qui est souvent mal comprise. Alors pourquoi il l'accepte ? Parce qu'il y a une vision stratégique de long terme, préparer la guerre de succession d'Espagne. Pourquoi on parle de succession d'Espagne ? En Espagne, à l'époque, il y a un roi qui est une sorte de mort en sursis.
Charles II, qui est surnommé l'ensorcelé. Je ne vous dirai pas le mot en espagnol parce que mon accent, je n'en ai aucun. En fait, le problème de Charles II, c'est qu'il est le fruit d'une série d'alliances consanguines de plus en plus rapprochées. Donc, il a d'énormes problèmes cognitifs, d'énormes problèmes physiques. Donc, dès qu'il naît, en fait, tout le monde est convaincu qu'il va pas survivre très longtemps et que donc la monarchie d'Espagne n'aura plus d'héritier direct. Et comme il n'y a plus d'héritier direct, il faut bien choisir un héritier quelque part. Et là, donc ça peut être bon, à différents endroits, mais Louis XIV est convaincu que si jamais il n'y a pas d'héritier direct, il pourra, avec des arguments juridiques appuyés par ses troupes, dire bon ben, excusez-moi, j'accepte que les droits de la famille Bourbon ne soient pas respectés. Enfin, voilà, parce que moi aussi j'ai des candidats dans ma famille au trône d'Espagne. J'accepte de céder leurs droits, mais en échange, je veux des parties de l'Empire espagnol. Parce que l'Empire espagnol, c'est la péninsule ibérique sans le Portugal, mais c'est aussi Naples, le Milanais, les Pays-Bas espagnols, j'ai déjà dit, et un immense empire outre-Atlantique. Donc l'idée de Louis XIV, c'est de dire, bah voilà, je pourrais, si j'accepte que ce soit un tiers qui devienne roi d'Espagne et pas mon fils ou mon petit-fils, en échange, vous me donnez Naples et puis vous me donnez le Milanais. C'est un peu voilà, un deal d'avocat, vous imaginez un peu de droit privé. Et l'idée, c'est pas de refaire les guerres d'Italie de François Ier, c'est d'échanger Naples contre, par exemple, la Lorraine. Comme ça, on récupère la Lorraine, on consolide les frontières. On échange le Milanais qui est riche contre la Savoie qui est moins riche. Et donc, le duc de Savoie pourrait être intéressé de faire l'échange. Et donc, ça consolide les frontières alpines. Donc, en fait, l'objectif de la succession d'Espagne pour Louis XIV, c'est vraiment cette logique de frontières sûres et de faire son pré carré. Il est tellement intéressé par cette logique de succession qu'il en va jusqu'à signer avec son ennemi juré, Guillaume III, 2 traités de partition successifs où en fait la France et l'Angleterre et la Hollande, puisque Guillaume III est un peu à cheval, il est à la fois roi d'Angleterre et statoudeur de Hollande, disent nous acceptons, la France s'engage à accepter la succession d'Espagne et accepter le testament de Charles II, mais en échange, j'aurai ces terres-là, et l'Angleterre et la Hollande disent en échange, j'accepterai ou je vous soutiendrai pour acquérir ces terres. Et donc c'est fascinant ces traités parce que c'est une sorte de traités avant même la guerre qui visent à l'éviter, donc c'est très moderne, mais malheureusement, tout ça va échouer. À cause d'une guerre qui va devenir une véritable épreuve de force. Parce qu'en 1700, ce qui devait arriver arriva, c'est le décès de Charles II sans héritier. Ça, c'était prévu. Ce qui n'était pas du tout prévu, c'était que Charles II accorde la couronne d'Espagne à Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV. Pourquoi ce n'était pas prévu? Parce que Charles II, c'était un Habsbourg de Madrid. Depuis Charles Quint, les Habsbourg de Madrid et les Habsbourg de Vienne sont cousins. Et donc, on imaginait que Charles II donne plutôt... alors au début, il y avait une hypothèse du côté d'une famille bavaroise, mais il y a eu un décès, cette hypothèse a été levée. Donc on imaginait qu'il allait confier la couronne d'Espagne à la branche cadette de la famille de Habsbourg de Vienne pour que ça reste voilà, chez les Habsbourg et qu'en échange, Louis XIV récupère ces fameuses terres, donc Naples et le Milanais. Ce qui se passe, c'est que les Espagnols n'ont pas du tout envie que l'Empire espagnol soit démembré. Et ils savent que les Habsbourg ne sauront pas protéger l'Empire espagnol. Et ils savent d'ailleurs que, voilà, il y a eu ces traités de partition qui ne sont pas secrets. Donc, les Espagnols convainquent Charles II, juste avant sa mort, de donner la couronne à un Français en se disant la France, avec sa puissante armée, saura protéger l'Espagne. Et pour Louis XIV, c'est véritablement un choix cornélien, parce que soit il respecte les traités de partition qu'il a signés avec l'Angleterre et la Hollande, mais il déclare la guerre à un pays qui vient de choisir son petit-fils comme roi. C'est quand même un peu compliqué. Soit il accepte le testament de Charles II, mais il viole les traités qu'il a signés avec le roi d'Angleterre. Alors évidemment, d'un point de vue dynastique, ça fait un roi Bourbon en Espagne, et d'un point de vue commercial, ça permet aux commerçants français de commercer plus facilement avec l'Amérique, mais il sait que ça risque de déclencher une guerre. Donc finalement, il choisit le testament de
de respecter le testament de Charles II. L'Espagne et toutes ses dépendances accueillent très favorablement Philippe V, ce qui n'était pas acquis, hein, parce qu'on imagine, ils ont un roi français, ils sortent de à peu près 150 ans de guerre contre la France. Ils récupèrent un roi français et l'Alliance française. Finalement, ça se passe très bien, sauf que tous les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, très rapidement, il y a une grande alliance qui se monte à La Haye, qui réunit, bon, assez logiquement, la Hollande, l'Angleterre, les États de l'empereur, très rapidement, tout un tas de princes allemands, la Savoie et le Portugal rejoignent l'Alliance en 1702-1703. Et aussi, alors j'ai mis les territoires de la couronne d'Aragon en hachuré, parce qu'au début, évidemment, en fait, ils appartiennent à la couronne d'Espagne, hein, mais lorsque les Anglais arrivent à débarquer en 1705, la population se soulève parce que, en fait, les Espagnols, enfin les Aragonais et surtout les Catalans craignent que les Castillans profitent de l'arrivée de ce roi naturellement absolutiste, puisqu'il est Bourbon, hein, il a un sang Bourbon, donc il a un sang absolutiste, c'est l'image qu'il a, pour limiter et abolir les libertés traditionnelles de l'Aragon. Donc il y a un soulèvement populaire contre ce roi. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble du conflit, ce serait trop long. Mais je vais vous parler de ce qui se passe mal, parce qu'au début, ça se passe très mal. Et ça se passe mal à cause de 2 très grands généraux. Vous voyez que côté allié, c'est tout le temps les mêmes. Côté français, à chaque fois, ils sont battus, donc ça tourne. Il y a Marlborough et le prince Eugène. Alors Marlborough, on l'a dit en introduction, Marlborough, tout le monde le connaît parce que c'est à la fois celui qui a donné son nom à la chanson, celui qui a donné son nom au paquet de cigarettes et au cow-boy Marlborough, de façon détournée, mais c'est lui. C'est l'ancêtre de Winston Churchill, et il est moins connu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le plus grand militaire de l'histoire britannique, très supérieur à Wellington, de mon humble point de vue, et aussi le plus... Alors, du point de vue de Voltaire, qui est un point de vue plus autorisé et plus intéressant que moi, l'homme le plus fatal à la France qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. Parce que Marlborough, qui vient de la toute petite noblesse britannique et qui, en fait, en général, qui, en gros, fait toute sa carrière en trahissant beaucoup de monde, est aussi un très grand général. Et donc, il remporte une série de victoires éclatantes contre les Français. À la fois grand général et général assez iconoclaste, puisque comme il n'a pas une carrière militaire très longue, il apporte des idées nouvelles. Et de l'autre côté, il y a le prince Eugène, donc le prince Eugène qui est un très grand prince, puisqu'il est apparenté au Bourbon par son père, et c'est le fils d'une maîtresse de Louis XIV. Il est le petit-neveu de Mazarin aussi, donc il est à la fois franco-italien et il sert l'empereur. Donc c'est un véritable général européen, et il est lui aussi, en fait au début il voulait servir dans l'armée de Louis XIV, et Louis XIV qui s'était brouillé avec sa mère et qui le trouvait un peu chétif puisqu'effectivement il est bossu, malingre, lui a dit écoutez, je peux vous donner une abbaye, mais un régiment ça me paraît inapproprié. Bon, il a été vexé, il est parti servir l'empereur qui battait contre les Turcs, et est devenu le second, le meilleur général de 100 ans avec Marlborough. Donc il y a un certain nombre de batailles. En 1704, la première grande victoire de Marlborough et Eugène à Blenheim. Blenheim dont Winston Churchill, qui n'est pas parfaitement neutre, hein, évidemment, il est à la fois très fier de son ancêtre et c'est un habile politicien, Churchill, mais en tout cas il a dit de Blenheim que c'est la bataille qui avait changé l'axe historique du monde. C'est pas mal. En fait, les Français, donc Tallard et Marsin et l'électeur de Bavière, sont battus, et en une seule bataille, ils perdent toute la Bavière. C'est autre chose que de perdre une seule ville. En 1706, à Ramillies, donc dans les Pays-Bas espagnols, Marlborough est tout seul, mais il écrase Villeroy et le provélecteur de Bavière, et il s'empare de la quasi-totalité des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire ce que le maréchal de Luxembourg, avec tout son talent, avait eu beaucoup de mal n'avait même pas réussi à conquérir en un certain nombre de victoires. Donc Eugène, laissé seul et parti en Italie, arrive à vaincre le duc d'Orléans. Alors, le duc d'Orléans est un très bon militaire par ailleurs, le futur régent, mais les responsabilités n'étaient pas claires, il ne réussit pas à s'imposer, et il a avec lui Marsin et la Feuillade qui sont 2 catastrophes. Ce qui fait que Eugène, non seulement arrive à faire lever le siège de Turin, mais il s'empare de toute l'Italie du Nord et l'Italie du Sud en quelques mois. Donc une bataille, la perte d'un pays entier. Pas mal. Et ensuite, il envahit la Provence. Et enfin, Marlborough et Eugène
se réunissent à nouveau. Ils s'entendent très bien. D'ailleurs, c'est rare que deux grands généraux, les deux meilleurs généraux de leur temps, s'entendent bien, mais en l'occurrence là, malheureusement pour les Français, ils s'entendent très bien. Et alors là, face à eux, Louis XIV décide de mettre la plus puissante armée qu'il ait jamais réunie, plus de 100 000 hommes. Le duc de Bourgogne, donc son petit-fils, allié à celui qui est à l'époque considéré comme le meilleur général du royaume, le duc de Vendôme, sauf que les deux hommes se disputent. Marlborough et Eugène, qui ne se disputent jamais, arrivent à les vaincre à Audenarde, et ils s'emparent de Lille. Et là, la prise de Lille est une catastrophe pour les Français, parce que d'abord c'est une catastrophe symbolique. Lille, c'est la première grande conquête du règne personnel de Louis XIV, donc on a l'impression que le règne personnel de Louis XIV est balayé d'un trait de plume. Et aussi, la conquête de Lille, c'est l'invasion du territoire national, la capacité pour les Alliés à rançonner les populations locales du nord de la France. C'est tellement important, Lille, que quand le maréchal de Boufflers fait frapper des devises, alors c'est des devises en cuivre qui valent uniquement dans la ville de Lille qui est assiégée, donc il y a un siège qui dure plus de 6 mois, qui est très long, le maréchal de Boufflers fait frapper des devises, fait frapper des monnaies, et la devise de cette monnaie, c'est « Pro defensione urbis et patriae », pour la défense de la ville et de la patrie. Donc, on n'est pas très loin de la patrie en danger de 1792. Défendre l'île, c'est sauver. On n'a pas dit la nation à l'époque, hein. On dit la patrie. C'est déjà quelque chose d'assez symbolique. N'empêche que l'île tombe quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe en Espagne pendant ce temps-là? Philippe V sauve sa couronne. Au début, comme vous avez compris, au début, ça se passe mal, hein. En 1702, le Portugal fait défection. En 1704, Gibraltar est conquise par les Britanniques. À l'époque, c'est pas si important parce que la place maritime la plus importante, c'est Minorque, mais conquise par les Britanniques aussi un peu après. En 1705, c'est la prise de Barcelone, ça je l'ai dit. Il y a le soulèvement des territoires de la couronne d'Aragon pour la défense des Fueros. Et en 1706, le Philippe V que vous voyez ici met le siège devant Barcelone, doit fuir parce que la marine française ne le soutient pas, se retrouve à Perpignan, donc il quitte carrément son propre royaume, et alors certains lui disent, il vaut mieux rester en France, c'est plus prudent, et il décide de revenir en passant par le nord des Pyrénées et de reconquérir Madrid. Et ce moment-là entraîne un véritable changement un véritable bouleversement politique, parce que les Castillans prennent frais et cause pour leur roi. Alors pourquoi ils prennent frais et cause pour un roi qui pourtant est français? D'abord parce qu'il revient, et donc il ne fuit pas en France. C'est sûr que s'il avait fui, ça n'aurait pas marché. Et puis alors il voit bien que d'un côté, Philippe V, certes il est français, mais de l'autre, on a certes un Habsbourg, mais le Habsbourg qui est soutenu par les Portugais, ils n'aiment pas les Portugais, les Catalans, ils détestent sans doute encore plus les Catalans que les Portugais, et en plus par tout un tas de soldats protestants. Et vous imaginez bien que la population castillane ne croit pas trop à ce roi l'archiduc Charles qui se dit roi catholique, mais qui est roi catholique par la grâce des hérétiques. Donc forcément, il arrive aux troupes de Charles de Habsbourg à peu près ce qui arrivera aux troupes du roi Joseph, le frère de Napoléon, un siècle plus tard. Elles sont attaquées par la population locale, tiraillées par la faim et la soif. Elles doivent évacuer la Castille. Et donc, il y a une reprise quasiment sans combattre de Madrid par le roi à la fin de l'année 1706. Et en 1707, il y a des troupes françaises qui arrivent. Ça lui permet une victoire à Almanza qui est extrêmement importante parce qu'après Almanza, globalement, la couronne est sauvée. Qu'il y ait des moments un peu difficiles, mais il faut attendre 1710 avec les victoires de Brihuega et Villaviciosa, où là, globalement, c'est complètement acté. L'Espagne est reprise par Philippe V. Mais Barcelone ne tombe que le 11 septembre 1714, donc après la paix. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que le 11 septembre 1714, c'est un anniversaire qui va s'appeler la Diada. Et donc la chute de Barcelone à ce moment-là est considérée comme la fête nationale, entre guillemets, de la Catalogne. Et donc, tous les 11 septembre à 17h14, dans toute la ville, il y a une grande clameur de désespoir parce que c'est le moment où l'indépendance, ou en tout cas les libertés traditionnelles de la Catalogne sont abolies. Donc, on se bat aussi en Amérique du Nord, puisqu'il y a des affrontements franco-britanniques pour les territoires et le contrôle des zones de pêche. Dans les Caraïbes, on se bat pour le contrôle des îles à sucre. Et à partir de... Donc ça, c'est vrai sur les deux guerres. Ces deux guerres sont véritablement les deux premières guerres mondiales, même si l'enjeu extra-européen est moins important que l'enjeu européen.
Euh, et à partir de la guerre de succession d'Espagne, il y a un enjeu très fort pour les Français, c'est d'arriver à sauver les flottes d'argent espagnoles qui viennent du Pérou. Donc, on a vu, ça se passe mal, pour faire simple. Et il y a une gigantesque crise financière, politique, morale et même climatique. Parce qu'il y a en 1709 le grand hiver, qui semble véritablement un châtiment divin. Il faut imaginer que le grand hiver, c'est en une nuit, tout le territoire national, sauf la Bretagne, perd 20 degrés. Et il y a une série de gels et de dégels qui détruisent, et je le dis sans exagérer, 90% des récoltes du royaume. Des récoltes, des arbres fruitiers, donc évidemment les animaux meurent de faim, donc il n'y a plus de chasse. C'est un... On a pu calculer que c'était 600 000 morts entre 1709 et 1710. Pour une population qui est habituée à voir dans le moindre événement climatique une décision divine, quelque chose de totalement exceptionnel et qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France, hein, ni avant ni après, ça paraît quand même un châtiment. Et même Maintenon, Madame de Maintenon qu'on voit ici, explique que le roi était sans doute trop glorieux et Dieu a voulu l'humilier. Alors les Alliés sont convaincus que il suffit d'une pichenette pour faire tomber le territoire. Godolphin, qui est un peu le Premier ministre britannique, explique que la France est un royaume croulant. Heinsius, son homologue en quelque sorte hollandais, dit que Paris c'est plus une ville de garnison de frontières que capitale de royaume. Et il y a des négociations de paix en 1709 et ils exigent de la France qu'elle rende toute l'Alsace, la ville de Lille, entre autres choses, donc effacer quasiment toutes les conquêtes du règne de Louis XIV. Et Louis XIV est prêt à signer là-dessus. On le sait, on a toutes ces instructions. Mais au dernier moment, ils se disent, bon, l'Espagne, quand même, c'est difficile à conquérir. On aimerait bien que vous nous donniez des troupes françaises pour aller attaquer votre petit-fils. Là, Louis XIV dit que évidemment, c'est inacceptable. La princesse Palatine dit il est contre l'humanité qu'ils aient eu une idée pareille. Et donc, ils rompt les négociations de prêt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pendant la guerre de succession d'Espagne, la population souffre, mais elle tient. Donc, il y a des morts, je l'ai dit. Il y a une grande révolte, la révolte des Camisards, mais elle est d'essence religieuse, et c'est les populations protestantes qui, étant dans des territoires enclavés dans les Cévennes, n'ont pas fui, qui se révoltent. Le reste du royaume, il y a quelques révoltes, mais c'est très peu. Alors que les Alliés étaient convaincus qu'il suffirait qu'ils envahissent la France pour que toute la population se révolte contre cet infâme tyran papiste. En réalité, la population se révolte, certes, mais c'est contre eux. Parce que, forcément, les Alliés, ceux étant généralement protestants, ça déplaît beaucoup au royaume, aux populations du nord du royaume. On a d'ailleurs le journal d'un curé de campagne du nord de la France, pas très loin de Tournai, qui dit, alors ça, il raconte ce qui se passe le 27 juin 1709. Quelle journée, le jugement dernier sera-t-il plus effroyable? Plus de 10 000 maraudeurs armés de pistolets, de pioches, de poches, de baïonnettes, d'épées, de grands bâtons sont venus fondre sur l'église. Ils ont pris plus de 50 vaches, pillé des billets, hommes, femmes et filles, violé plusieurs, tué à coups de bâton. Tous ces sacrilèges ont exercé leur rage sur l'Église, donc dimension religieuse est fondamentale, pour dire que lui-même est un curé. Nous avons été... ils ont commis toutes les inhumanités des nations étrangères dont on n'entendait point le langage et qui avaient des visages qui ne respiraient que le carnage. Ce n'est pas ces gens-là au profit duquel on a envie de se révolter parce qu'on se dit qu'on a un tyran papiste qui est Louis XIV. Donc en fait, l'idée, la conviction des Alliés que le royaume de France va s'effondrer dès qu'ils vont entrer est complètement fausse. Donc c'est la résilience du royaume. D'abord, en 1709, il y a une réaction royale totalement inattendue. L'appel au peuple. Louis XIV, on le sait, est un roi de droit divin. Il doit s'expliquer de ses actions devant Dieu et devant personne d'autre. Et pourtant, en juin 1709, quand il rompt les négociations, il se sent obligé d'expliquer à son peuple. Donc là, la lettre est envoyée au gouverneur de province, mais elle est destinée à être lue, à être placardée, à être lue dans les églises. Donc, il explique à tout son peuple pourquoi il a rompu les négociations. Il s'excuse presque, c'est tout à fait fascinant. Donc, il dit mon cousin parce qu'il s'adresse au gouverneur, mais c'est fait pour public plus large. L'espérance d'une paix était si généralement répandue dans mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée dans le cours de mon règne, la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils ne jouissent du repos que j'avais dessein de leur procurer. J'avais accepté des conditions bien opposées à la sûreté de mes provinces frontières. Donc il dit qu'il avait accepté de céder l'île et l'Alsace, mais ils ont multiplié leurs prétentions. Je passe sous silence les insinuations qu'ils m'ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue et de contraindre le roi, mon petit-fils, à descendre du trône. Il est contre l'humanité de croire qu'ils aient seulement eu la pensée de m'engager à former avec une pareille alliance. Mais quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, donc il s'excuse, il est conscient que ces peuples souffrent,
Je désirais sincèrement les faire jouir de la paix. Je suis persuadé que les peuples, donc, de France, s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir et à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du non-français. Donc, il fait appel à l'honneur de qui ne s'appelle pas encore la nation, mais déjà un peu ça, pour dire il faut continuer le combat. 12 juin, 18 juin, il y a des réminiscences assez frappantes, même si évidemment la posture n'est pas tout à fait la même, mais que voilà, on a pu parler de véritable crise de l'absolutisme parce que Louis XIV s'adresse pour la première fois à tous au peuple. Donc ça, il y a cette première réaction royale, et après il y a une réaction militaire. Il y a la bataille de Malplaquet, donc celle effectivement sur laquelle j'ai écrit un ouvrage la même année. C'est la plus sanglante bataille qu'il y ait sur le territoire national des origines jusqu'à 1870. 190 000 combattants de part et d'autre, c'est plus d'hommes qu'à Austerlitz, c'est plus d'hommes qu'à Waterloo, et il y a 33 000 morts, donc une note du boucher qui effraie toute l'Europe. Et non seulement il y a beaucoup de morts, mais il y a surtout beaucoup plus de morts du côté allié. Donc les Français sont forcés de reculer, donc c'est une défaite tactique. Mais d'un point de vue stratégique, ça entraîne un retournement d'opinion, surtout dans les territoires où l'opinion joue un rôle très important, la Hollande et surtout l'Angleterre. Par ailleurs, je vous ai parlé de la ceinture de fer. La ceinture de fer, elle tient. Là où Marlborough et Eugène, quand ils attaquaient des territoires qui n'avaient pas beaucoup de forteresses, arrivaient à tout conquérir d'un coup, soit pas beaucoup de forteresses, soit mal entretenues par la monarchie espagnole, qui manquait d'argent, quand ils s'attaquent à la ceinture de fer de Vauban, bah, ils progressent évidemment. On gratte, on grignote, mais on patine. Entre 1708 et 1711, ils prennent 1 à 4 places par campagne, mais enfin, ils ne conquièrent pas Paris. Et donc, en 1710, il y a un véritable bouleversement politique en Angleterre. Le parti Tory, qui est il n'est pas pro-français, mais c'est le parti du contribuable terrien. Donc, il en a assez de payer des impôts. Et donc, il décide de faire une paix rapide. Et pour que la paix soit à la fois rapide et à l'avantage des Britanniques, évidemment, il faut qu'elle se fasse dans le dos des Alliés. Et donc, ils font ce qui s'apparente à ce que Churchill a appelé la plus noire trahison qu'il y ait eu dans l'histoire des peuples civilisés. Ils disent, après tout, on va négocier directement avec la France, on va dire, voici nos exigences, la France va les accepter, et ensuite on se retirera du conflit, ce qui contraindra les autres, évidemment, à offrir à la France des conditions beaucoup plus avantageuses. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, et après, les Hollandais et les impériaux sont laissés seuls à eux-mêmes, sans l'argent et les troupes britanniques. Ils doivent déchanter. Et de fait, grâce au retrait unilatéral des Anglais, il y a la victoire de Villars à Denain en 1712 qui brise vraiment le ressort de l'armée alliée. Et ça permet d'arriver à une paix où triomphe l'équilibre des pouvoirs. Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer un peu les gagnants et les perdants. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Les Anglais gagnent des avantages commerciaux énormes au niveau pour le commerce dans les Amériques. Alors, il y a aussi une union des couronnes avec l'Écosse, c'est pour ça que la couleur change sur l'Écosse. Ils gagnent Gibraltar, ils gagnent Minorque, et voilà, ça consolide leur puissance maritime et financière. L'empereur récupère de nombreux territoires. Donc vous voyez que Naples change de main, passe à l'empereur. Pareil pour le Milanais qui change de main, qui passe à l'empereur. Et donc il consolide vraiment ce qui va devenir le futur empire d'Autriche, cette puissance méridionale. Mais l'empereur n'a pas gagné la couronne d'Espagne, puisque l'Espagne reste au Habsbourg. La Savoie gagne énormément, puisqu'elle gagne une petite partie du Milanais, et c'est pas sans surprise si la Savoie va devenir ensuite, un siècle plus tard, plutôt 2 siècles plus tard, la matrice du futur État italien. La Prusse gagne un certain nombre de territoires aussi, et la Prusse va devenir la matrice du futur État, du futur empire allemand. Les grands perdants, en revanche, c'est d'abord l'Espagne qui perd tous ses territoires extra-européens. Il perd les Pays-Bas espagnols qui partent à l'Autriche. Le Milanais séparé entre la Savoie et l'Autriche. Voilà,
ça s'appelle pas l'Autriche exactement à l'époque, c'est les États héréditaires de la maison de Habsbourg, et Naples qui est récupéré par l'Autriche. Hem Et paradoxalement, l'un des grands vaincus, c'est la Hollande. Alors qu'on pourrait croire qu'ils sont dans le pays des vainqueurs, mais c'est un pays qui est ruiné, qui n'a le droit, qui, comme il est resté fidèle à l'alliance, alors que les Français étaient convaincus, à raison, que la Hollande n'avait rien à gagner de cette guerre. D'ailleurs, tout le monde le pensait, sauf les Hollandais eux-mêmes, qui voulaient se venger contre Louis XIV. Et de fait, ils ont tout perdu de cette guerre, c'est-à-dire qu'ils finissent ruinés. Ils n'ont aucun avantage commercial, c'est les Anglais qui raflent tout. Et en fait, la Hollande, qui était une des grandes puissances du XVIIe siècle, est une puissance secondaire au XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, donc j'ai dit, il y a des gagnants et des perdants. Vous voyez qu'il y a qui comme alors la France, c'est une position statu quo. Là encore, elle ne part pas beaucoup de territoires, bon, à part quelques-uns comme Tournai, mais c'est pas des grosses pertes. Par rapport à ce qu'on avait imaginé en 1709 avec le démembrement des frontières françaises, c'est une grande victoire. Il y a un Bourbon en Espagne, ce qui va permettre à la France d'avoir quand même une alliance, un pacte de famille tout au long du XVIIIe siècle. Mais elle perd une chance immense en fait, de s'arroger une domination commerciale et maritime grâce à cette alliance avec l'Espagne, puisque c'est l'Angleterre qui rafle la mise. Globalement, vous voyez que les grandes puissances qui sortent de ce conflit, c'est le Royaume-Uni, la France, qui n'est pas diminuée, l'Autriche, la Savoie en quelque sorte, et surtout la Prusse. Et si vous pensez qu'au même moment, il y a la Grande Guerre du Nord, où la Russie triomphe de la Suède, qui est la grande puissance militaire du XVIIe siècle et qui est beaucoup moins puissante au XVIIIe siècle, vous retrouvez la Pentarchie qui reste jusqu'en 1914. Donc le grand bouleversement géopolitique des années, on va dire, 1600 aux années à 1914, c'est la guerre de succession d'Espagne. Bouleversement géopolitique et bouleversement symbolique aussi, puisqu'il y a un principe diplomatique nouveau, l'équilibre des puissances. Avant, il y avait des dominations, des hégémonies, enfin des aspirations à l'hégémonie plutôt. L'Espagne d'abord, du temps de Charles Quint où il dominait la moitié de l'Europe, puis la France qui a eu l'ambition d'être la première en Europe. Il n'y a plus de premier en Europe à partir de la paix d'Utrecht, mais des alliances de 2-3 éléments de la Pentarchie qui font équilibre. Donc l'alliance par exemple de la France et de la Prusse, puis de la France et de l'Autriche. Et il y a une nouvelle vision des relations entre la guerre et la paix, où la guerre devient de plus en plus hors la loi. Voilà, si en conclusion, ne vous inquiétez pas, j'arrive à ma conclusion, on essaye de tirer un bilan militaire et diplomatique du Grand Règne. Disons d'abord qu'il y a des principes stratégiques qui n'ont pas varié. L'obsession de Louis XIV, c'est l'ordre à l'intérieur, mais aussi l'ordre à l'extérieur. Il y a une politique de frontières sûre, centrée sur la défense du royaume. On aime les grosses armées et les forteresses. Il y a des logiques de guerre préventive, notamment c'est ce qu'on voit pour le ravage du Palatinat, mais en fait Louis XIV qui a une image dans la propagande alliée, et image qu'on retrouve d'ailleurs chez des historiens anglo-saxons, pas les plus avisés sans doute, de l'obsession de l'hégémonie, la volonté de la conquête de l'ensemble de l'Europe, ça n'a aucun sens. Louis XIV n'a jamais voulu conquérir l'ensemble de l'Europe. Louis XIV, quand on voit ses ambitions, c'est au mieux l'équivalent de la Belgique. Et puis sinon, effectivement, consolider les frontières, s'emparer de la Savoie, s'emparer de la Lorraine, ça paraît pas démesuré comme objectif. Le problème, c'est que dans sa logique de prépondérance, il a eu des opérations d'invasion qui étaient évidemment, ou de démonstration de force, qui loin d'amener ses voisins à composition, avaient plutôt tendance à les amener à vouloir déclencher des conflits, préparer eux-mêmes la guerre. Et donc, ces espèces de guerres préventives ou de démonstrations de force préventive ont plutôt déclenché la guerre que la paix. Et il y a une véritable illusion d'une guerre rationnelle pour Louis XIV, avec cette priorité à la guerre de siège, éventuellement au ravage et au bombardement, qui empêcherait la guerre. Ça n'a en réalité jamais marché. Et comme je l'ai dit, les opérations loin des frontières, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout considéré comme des diversions. La priorité de Louis XIV, c'est ses frontières. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, puisque pourquoi Louis XIV est obsédé par ses frontières sûres? C'est parce que sa dignité de roi exige de protéger ses propres populations avant tout. Et c'est pour ça que la chute de l'île est une véritable humiliation. Le roi doit défendre sa population. Donc, les résultats sont solides. Tout ça, c'est les conquêtes. La conquête de la paix de Westphalie de 1648, c'est pas vraiment. Il est tout jeune, donc
c'est dans le règne, mais c'est pas à mettre vraiment au crédit de son règne, et jusqu'à la paix d'Utrecht. Donc on voit, hein, on conquiert sur les zones nord et est pour se protéger. Hem, Très clairement, grande victoire, des frontières consolidées, mais au prix de l'isolement stratégique. Isolement stratégique qui se termine après la paix d'Utrecht, parce qu'à partir du moment où il y a un équilibre des puissances, la France ne paraît plus comme l'ennemi tout-puissant. Et surtout, le grand tournant de 1688, c'est l'apparition d'une nouvelle guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Dans les années 1660, l'Angleterre est une puissance moyenne à la remorque soit de la France et de la Hollande. Je caricature un peu, mais euh, ce n'est pas la grande puissance et encore moins le grand ennemi de la France. À partir des années 1700 et surtout de la paix d'Utrecht, naît pour la France un nouvel ennemi et qui va être son adversaire tout au long du XVIIIe siècle, vous le savez, jusqu'à l'affrontement final sous Napoléon. Et c'est ça qu'on a appelé la nouvelle guerre de 100 ans, pour s'arroger non pas la domination en Europe, mais la prépondérance maritime sur le continent. Et donc, après la paix d'Utrecht, l'horizon géopolitique passe de l'échelle continentale à celle du globe. J'ai fait une petite bibliographie, et je vous remercie.